Bonjour Guimilière. Bonjour. Ces derniers jours, nous pouvons apercevoir une forte augmentation du BDS. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Bien, je dirais que déjà le mouvement boycott des investissements sanctions est une grave imposture. C'est un mouvement qui se présente comme un mouvement indépendant de l'autorité palestinienne. En fait, c'est un mouvement qui est totalement sous la coupe de l'autorité palestinienne et téléguidé par elle. C'est un mouvement qui a été fondé par quelqu'un qui se prétend palestinien et qui est en fait originaire des Émirats, qui est parti faire ses études en Israël, à l'université de Tel Aviv, et qui est ensuite devenu palestinien de profession, c'est-à-dire palestinien par rémunération par l'autorité palestinienne. C'est un mouvement qui, si l'on regarde sa charte de départ, dit qu'il veut qu'il y ait un boycott, un désinvestissement et des sanctions vis-à-vis d'Israël jusqu'à ce que soient libérés les territoires occupés par Israël. Or, si l'on regarde les choses de près, il n'y a pas de territoire occupé par Israël, mais ce qui est le plus grave dans l'action de boycott des investissements sanctions, c'est que les territoires occupés en question, et c'est tout à fait clair dans les déclarations du type dont je viens de parler, qui s'appelle Barghouti, Marwan Barghouti, comme dans les déclarations des autres représentants de boycott des investissements sanctions, c'est que les territoires qu'ils appellent territoires occupés sont en fait tous les territoires sur lesquels Israël existe. C'est-à-dire que pour eux, si on libère tous les territoires occupés, cela veut dire qu'Israël disparaît. Donc c'est un mouvement qui est favorable à la disparition, à la destruction d'Israël, et donc à une forme de second génocide vis-à-vis du peuple juif. C'est un mouvement de propagande, parce que prétendre que les territoires occupés sont effectivement occupés, je mets territoire occupé entre guillemets, et je viens de le dire, une imposture. Pour quelle raison? Parce que sont ces territoires? Je laisse de côté pour le moment le territoire israélien, je prends la Judée-Samarie, qu'ils appellent Cisjordanie, parce que ce territoire a été effectivement occupé par la force par la Jordanie pendant une période de 18 ans. 18 ans seulement, cela suffit pour qu'ils appellent ça Cisjordanie, alors que c'était une annexion qui était reconnue que par 2 pays. Mais ces territoires ont été effectivement pris par la guerre, par la Jordanie, en 1948-49. La Jordanie les a perdus en 1967 après avoir mené une guerre d'agression contre Israël. Depuis, ces territoires sont sans statut défini. Lorsque Israël a fini par signer un traité de paix avec la Jordanie n'a pas voulu récupérer ces territoires. Dans la période intermédiaire, Israël, faute de traité de paix, faute d'accord, aurait pu les annexer. Israël ne les a pas annexés. La politique d'Israël est restée des territoires contre la paix. Cette politique est restée jusqu'à aujourd'hui, mais on ne sait pas avec qui il faut faire la paix. Diplomatiquement, ces territoires devraient être appelés territoires disputés. C'est comme ça qu'ils sont appelés en Israël. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans les motions de l'ONU. Ce ne sont pas des territoires occupés. Ce sont des territoires sur lesquels il y a, pour une partie d'entre eux maintenant, l'autorité palestinienne, qui à mes yeux n'a aucune légitimité. Et pour le reste, ce sont des territoires sans statut définitif défini. Il n'y a aucune occupation de ces territoires. Il y a effectivement des patrouilles militaires israéliennes pour des raisons de sécurité. Vous enlevez ces patrouilles de sécurité israélienne, vous n'avez plus aucune sécurité et vous avez dans ces territoires une situation qui va ressembler à celle de la Somalie. Certaines personnes peuvent souhaiter cela, je ne vois pas quelle personne sensée peut souhaiter cela. Ce sont des territoires qui, si vous vous y rendez, sont pour l'essentiel vides de toute population, dans lequel vous avez quelques endroits des villages arabes et dans lesquels vous avez maintenant des villages juifs. Ces villages juifs sont des villages qui ont été reconstruits sur des endroits où il y avait autrefois des villages juifs. Les villages juifs qu'il y avait autrefois ont été détruits par la Jordanie, lorsque la Jordanie a occupé ces territoires. Maintenant, ils sont reconstruits. Alors je dirais que les gens qui disent que ces villages juifs sont des colonies
comme on n'arrête pas de le dire. Les gens qui disent que ces villages juifs ne devraient pas être là sont des gens qui sont ni plus ni moins partisans de l'épuration ethnique, comme on pouvait être partisan de l'épuration ethnique à l'époque d'Adolf Hitler. Donc ces gens, à chaque fois que j'en rencontre, je leur dis, vous êtes partisans de l'épuration ethnique. Vous avez quelque chose contre la présence de villages juifs en Judée-Samarie? Pourquoi? Vous voulez que cette région soit Judenrein, comme disait votre maître à penser dans Mein Kampf? Peut-on comparer le boycott actuel à celui des années 30 des commerces juifs? Oui, on peut le comparer. D'ailleurs, j'avais suggéré à un moment donné qu'il faudrait qu'Israël demande s'il faut mettre des petites étoiles jaunes sur les produits venant d'Israël, de façon à ce que le consommateur soit averti, qu'ils ajoutent sur l'étiquette « Attention, produit juif ». Donc n'achetez pas si vous êtes antisémite. Ce serait une idée. Et comme on veut boycotter aussi des personnalités, j'avais suggéré à Israël de demander aux pays qui veulent pratiquer ce type de boycott si les citoyens juifs israéliens qui viennent en visite ailleurs qu'en Israël, qui sortent d'Israël, devaient, lorsqu'ils arrivaient dans des pays où on voulait pratiquer le boycott, porter eux-mêmes une étoile jaune en indiquant « Attention, juifs israéliens ». Je pense que ce type de choses serait adéquat et cela pourrait montrer aux gens qui veulent pratiquer ce type d'action qu'apparemment ils ont dans leur mémoire des souvenirs d'une époque douteuse et voudraient voir renaître cette époque douteuse. Mais il est évident que les actions de boycott des investissements sanctions, tout en se présentant sous un autre jour, sont des actions qui ont une forte dimension antisémite. Et si vous regardez d'ailleurs le vocabulaire des documents du mouvement boycott des investissements sanctions, vous voyez très clairement que dans beaucoup de textes, vous remplacez le mot sioniste, le mot israélien par le mot juif, et vous retrouvez des textes de propagande qui se rapprochent très fortement des textes de propagande antisémite des années 1930. Le boycott a-t-il des conséquences dramatiques pour Israël? Pour le moment, il n'a pas des conséquences absolument dramatiques, parce que beaucoup de gens qui mènent le boycott en matière économique, pendant très longtemps, ont eu une vision complètement débile et stéréotypée d'Israël, et pensaient qu'Israël était un pays où on produisait essentiellement des oranges et des pamplemousses. Donc ils ont essentiellement visé les produits agricoles israéliens qu'ils pouvaient trouver dans les supermarchés. De ce côté-là, il y a quand même eu une baisse de la vente des produits israéliens. Ce mouvement n'a pas touché des aspects beaucoup plus cruciaux de l'économie israélienne, comme la haute et la très haute technologie, mais ce mouvement vise à toucher ces secteurs aussi, et c'est pour cela que le gouvernement israélien actuellement s'alarme et entend lancer une campagne concertée contre la désinformation, énoncé par le mouvement boycott des investissements sanctions et contre ce qui peut découler de ces campagnes de désinformation. Vous avez parlé de la doctrine Obama dans votre livre. Pensez-vous que le chaos régnant au Moyen-Orient soit les conséquences de la politique de Barack Obama? Je pense que oui, tout à fait, et je pense que c'est extrêmement grave qu'on ne le dise pas. Je pense que si il n'y avait pas eu tout un ensemble de décisions prises par l'administration Obama, la situation au Proche-Orient serait très différente de ce qu'elle est. Quelles ont été les décisions de Barack Obama? D'une part, de soutenir ce que l'on a appelé le printemps arabe, qui n'a jamais été un printemps arabe, puisque dès le début, j'en ai parlé en disant qu'il s'agissait d'un hiver islamique. Cet hiver islamique, on en a vu les conséquences d'emblée en Tunisie, avec le retour au pouvoir du mouvement Ennahda. Depuis, le mouvement Ennahda a été un peu marginalisé, mais il est toujours là. On en a vu les conséquences en Égypte, avec le renversement de Hosni Moubarak et l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi, qui lui aussi, heureusement, a été renversé par le maréchal Sissi, devenu président. On en a vu les conséquences au Yémen, où la situation est toujours une situation catastrophique. On en a vu les conséquences en Syrie, où la situation est toujours catastrophique aussi. On en a vu les conséquences en Libye, où la situation est particulièrement catastrophique. J'avais écrit d'emblée, lorsque l'action contre le colonel Kadhafi a été menée, que ça allait déboucher sur une situation
qui allait se rapprocher de celle qui existe en Somalie, c'est-à-dire un chaos généralisé avec des hordes islamiques qui se promènent et sèment la terreur un petit peu partout. Je dirais que nous sommes exactement dans cette situation en Libye. En Libye, il y avait des arsenaux militaires importants, pleins d'armes, du colonel Kadhafi. Ces armes se sont disséminées vers l'Afrique subsaharienne, en allant jusqu'au Nigeria. Ces armes se sont retrouvées dans le Sinaï égyptien, jusque dans la bande de Gaza. Ces armes se sont retrouvées en Syrie aussi. Et donc les arsenaux du colonel Kadhafi, grâce à l'action menée par Obama et hélas par la France et le Royaume-Uni, ces armes se retrouvent dans quasiment tous les endroits où vous avez des actions djihadistes au Proche-Orient aujourd'hui. Donc je dirais que c'est créé une véritable catastrophe dont on voit les conséquences aujourd'hui. Si vous n'aviez pas la Libye dans l'état où elle est, vous n'auriez pas eu les 2 attentats qui ont eu lieu en Tunisie au cours des dernières semaines, le dernier ayant fait presque 40 morts et autant de blessés, et ayant contribué à détruire l'économie tunisienne en détruisant le secteur touristique pour, à mon avis, très longtemps. Sans ce que je viens de décrire et sans l'inaction de Barack Obama, parce que les États-Unis sont la seule superpuissance à même d'intervenir, vous n'auriez pas la situation actuelle en Syrie, où vous avez maintenant plus de 250 000 morts et un pays complètement détruit. Si Barack Obama n'avait pas décidé de retirer toutes les troupes américaines d'Irak, l'Irak ne serait pas dans la situation actuelle, et la situation actuelle, elle avait été prévue par George Walker Bush, qui dans un discours de juillet 2007 avait dit très précisément: si nous retirons toutes les troupes, Al-Qaïda en Irak va regagner de la vigueur et le pays va être broyé. Que s'est-il passé? Obama a décidé de retirer toutes les troupes et le pays est effectivement broyé, avec tous les massacres de chrétiens et de yazidis que l'on peut voir. Donc je dirais que toute cette situation, c'est une situation qui a été créée par la grave irresponsabilité de Barack Obama, et au cœur de cela, il y a une irresponsabilité encore beaucoup plus grave, qu'on ne rappelle à peu près jamais, c'est que les dirigeants encore vivants d'Al-Qaïda en Irak, qui est l'organisation dont est sorti l'État islamique, étaient en prison en Irak, au nord de Bagdad. Ils ont tous été libérés par décision de Barack Obama. Et quand Abu Bakr al-Baghdadi a quitté sa prison, il a dit à ses geôliers: je vous reverrai à New York en conquérant. Et donc il n'était pas possible d'ignorer ses intentions et ce qu'il allait faire. On l'a quand même laissé sortir et mener l'action qu'il mène. Beaucoup de gens oublient tout cela, et c'est très grave qu'ils l'oublient, parce que je dirais que le chaos qui règne actuellement et qui a des excroissances un peu partout, vous avez des attentats au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, on vient d'en avoir un avec une décapitation pour la première fois sur le sol français. Tout cela découle du fait que l'islam radical a pu déferler librement, sans être endigué par qui que ce soit, et sans être endigué en particulier par les États-Unis. Quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, le calme relatif régnait un peu partout, Al-Qaïda a été largement détruit sur la défensive, personne n'aurait pu songer à créer l'État islamique, personne n'aurait pu songer à la situation qui règne actuellement dans toute cette région du monde. Cela doit être dit absolument. Alors, Laurent Fabius vient de faire un voyage au Moyen-Orient pour relancer le processus de paix. Qu'avez-vous à dire sur ceci? Je pense que le voyage de Laurent Fabius, c'est ce que j'appelle, dans un article que j'écris sur le sujet, la frénésie pro-palestinienne du gouvernement français, ont des explications qu'il importe de donner et ont des raisons qu'il importe de regarder en face. D'une part, les socialistes français, la gauche française d'une manière générale, sont confrontés à des élections qui vont être difficiles pour eux dans 2 ans, en 2017. Ils ont perdu en raison du vote de certaines lois, comme la loi sur le mariage homosexuel qu'ils appellent mariage pour tous,
qui n'est en fait pas un mariage pour tous. On ne peut pas encore faire de mariage pédophile ni de mariage zoophile, donc c'est pas vraiment un mariage pour tous. On peut pas non plus pratiquer la polygamie, donc c'est pas le mariage pour tous. Mais enfin, peut-être que ça fait partie de leur projet ultérieur et que bientôt je pourrai épouser mon chat ou mon chien. Mais enfin bon, pour le moment, nous n'en sommes pas là. Donc, en raison de lois comme celle-là, les socialistes ont largement perdu l'électorat musulman. Et donc ils espèrent regagner l'électorat musulman. Or, que voient-ils lorsqu'ils observent la situation de l'électorat musulman? Ils voient que tous ces gens sont radicalement pro-palestiniens, parce qu'il y a une propagande intensive pro-palestinienne menée sans arrêt par les médias français. Donc, quelle meilleure manière de récupérer cet électorat que d'aller prétendre relancer un processus de paix et de se dire résolument en faveur de la création urgente d'un État palestinien, même si bon, cet État, et je pense que les dirigeants français ne sont pas totalement fous, le voient, même si cet État passait rapidement des mains de Mahmoud Abbas à celle du Hamas, qui est un mouvement qui ne vaut pas mieux que l'État islamique, même si il procède autrement que par décapitation au couteau, où il tue quand même d'une manière absolument cruelle et abjecte. Bon, donc le gouvernement français veut récupérer l'électorat musulman. Bon. D'autre part, je dirais qu'il y a une autre raison, c'est que c'est la politique européenne de pratiquer l'apaisement vis-à-vis de l'islam radical, et une bonne façon pour l'Union européenne de pratiquer l'apaisement vis-à-vis de l'islam radical est de se faire résolument pro-palestinienne, et pour cela d'utiliser Israël comme un bouc émissaire. Donc l'Union européenne veut absolument aller dans le sens d'un État palestinien, et comme ça la France se donne les moyens de se présenter comme étant en pointe du combat mené par l'Union européenne, et trouve un moyen de se mettre en avant dans le combat qui est censé être celui de l'Union européenne. Troisième point, je dirais que la France adopte l'attitude qu'elle adopte et se place dans la position où elle se place vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, que je préfère d'ailleurs appeler en général le conflit israélo-arabe, parce que c'est beaucoup plus exact. Le peuple palestinien n'a été inventé qu'à la fin des années 60, début des années 70. La position de la France dans ce dossier peut s'expliquer aussi par les tractations entre la France et les États-Unis. Les États-Unis d'Obama veulent obtenir un accord à tout prix avec les mollahs iraniens et sont prêts à céder à l'Iran quasiment tout, y compris l'arme atomique, dans n'importe quelles conditions. Israël est inquiet de cela à juste titre, mais la France est aussi réticente parce que la France se sent comme menacée par les projets iraniens. Donc on peut penser très raisonnablement qu'il y a actuellement des tractations entre l'administration Obama et les Français. L'administration Obama disant aux Français « Nous sommes prêts à ne pas mettre notre veto à la motion que vous comptez présenter avec l'autorité palestinienne aux Nations Unies, mais nous sommes prêts à vous faire plaisir sur ce plan et à vous permettre de dire que vous avez remporté un grand triomphe puisque vous avez fait voter une motion anti-israélienne aux Nations Unies, mais nous vous demandons de mettre un peu d'eau dans votre vin dans ce qui concerne nos négociations avec l'Iran. Nous allons faire peut-être quelques petites concessions de façade, mais ne nous mettez pas trop de bâtons dans les roues. » Donc il y a une tractation de ce genre-là qui est en train de se mettre en place sans aucun doute, et donc cette attitude de la France est une attitude qui concerne non seulement l'attitude de l'Europe et du monde vis-à-vis d'Israël, mais qui concerne aussi les tractations des États-Unis avec l'Iran et la nucléarisation de l'Iran. Les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis vont être des élections absolument cruciales. Pourquoi? Parce que vu tout ce que Barack Obama aura fait en 8 ans, et on ne mesure pas encore en France à quel point la politique de Barack Obama a été désastreuse, non seulement sur un plan planétaire,
J'ai parlé de la doctrine Obama concernant le Proche-Orient et de tous les désastres qu'elle a provoqués, mais je dirais que la doctrine Obama a aussi provoqué un affaiblissement considérable des États-Unis et du monde occidental vis-à-vis d'autres pays tels que la Russie et la Chine, liste à laquelle je pourrais ajouter la Corée du Nord. Cet affaiblissement est absolument dramatique puisqu'il remet en cause l'ordre du monde tel qu'il a été établi après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à cela s'ajoutent tous les désastres que Barack Obama a provoqués intérieurement aux États-Unis. Barack Obama a porté très gravement atteinte aux principes constitutionnels américains sur un nombre de points tellement importants que je ne pourrais pas les citer tous. Barack Obama est quelqu'un qui a aussi transformé la Cour suprême, et le fait qu'il a ajouté 2 nouveaux juges à la Cour suprême fait que la Cour suprême est maintenant dans une situation où elle vote presque systématiquement des décisions qui en fait sont des violations de la Constitution. Obama est présenté comme ayant relancé l'économie américaine, c'est totalement inexact. Obama a multiplié le nombre de pauvres, le nombre de gens dépendants du gouvernement et a mis en place une forme de capitalisme des copains et des coquins que l'on appelle aux États-Unis le crony capitalisme. Tout cela est extrêmement délétère pour la société américaine. Donc les enjeux de l'élection de 2016, c'est ou bien la politique de Barack Obama va se trouver continuée, et sur ce plan, si un démocrate ou plus précisément une démocrate, Hillary Clinton, est élue, on aura une continuation de la politique de Barack Obama. Si un républicain est élu, il y a une chance que les États-Unis se redressent et redeviennent les États-Unis tels qu'ils ont été depuis plus de 2 siècles. Donc la question est où les États-Unis se redressent et tournent la page de Barack Obama, où les États-Unis continuent une dérive très dangereuse, non seulement pour eux, mais pour le reste du monde. Et en tout cas, tous ceux qui pourraient penser qu'avec Hillary Clinton, la situation deviendrait différente, se trompent. Et je dirais que l'élection éventuelle de Hillary Clinton est quelque chose qui aurait encore davantage de signification que le risque d'une poursuite de la politique de Barack Obama, parce que le dossier personnel de Hillary Clinton est un dossier accablant. Il est tout à fait clair maintenant, bien qu'on en parle très peu dans la presse française, que la fondation Clinton est une institution de corruption massive, de détournement de fonds à très grande échelle, et si quelqu'un qui travaille avec une fondation qui fonctionne sur ce mode peut se trouver élu à la présidence des États-Unis, cela veut dire que les États-Unis ne sont plus les États-Unis et que la population américaine ne prête plus du tout attention aux questions de corruption, même si ces questions de corruption sont des questions qui se posent à une échelle sans précédent puisqu'il s'agit de centaines de millions de dollars. Alors, nous assistons à une forte immigration subsaharienne ou autre depuis plusieurs années. Envisagez-vous l'idée d'une... comment dire... d'un grand remplacement dans l'avenir? Bon, cette question est une question plus complexe que la façon dont on la pose en général. Je dirais que la France est le pays où vous avez la plus grande quantité de musulmans dans le contexte européen. Tous les instituts internationaux disent qu'il y a un minimum de 8 millions de musulmans en France, ce qui représente 12% de la population. Si vous regardez les courbes de la natalité, vous voyez que la proportion va sans doute monter dans les 20 années à venir à 15 à 20% de la population. Donc, vous n'aurez pas un remplacement total de la population française par une population musulmane qui va se dessiner. Mais quand on arrive à 15-20%, on arrive à un seuil critique. On arrive d'autant plus à un seuil critique lorsque la population qui s'installe est une population qui s'intègre de moins en moins aux coutumes, aux mœurs, au fonctionnement de la société dans laquelle l'installation se fait. Et sur ce plan, on voit que si la première génération de musulmans qui est arrivée en France s'intégrait, les générations suivantes ne s'intègrent pas. On voit en supplément de cela le fait qu'au sein de ces générations, le discours de l'extrême gauche a pénétré, et donc il y a un ressentiment vis-à-vis du monde occidental, vis-à-vis de la France. On voit que dans ces
des populations plus jeunes, musulmanes. Il y a, qui plus est, la France étant dans la situation où elle est, des problèmes de chômage qui s'ajoutent, des problèmes de marginalisation sociale qui favorisent la montée d'une contre-culture du ressentiment. Et cette contre-culture du ressentiment débouche sur une délinquance exacerbée. Et aussi sur la mise en place d'un terreau de recrutement très favorable à l'action d'imams autoproclamés ou d'imams officiels qui agissent pour le compte d'organisations de l'islam radical. Cela débouche sur quoi? Cela débouche sur le fait que vous avez des jeunes Français nés musulmans qui partent mener le djihad à différents endroits de la planète. Actuellement, c'est surtout l'État islamique. Que vous avez des jeunes Français qui se convertissent à l'islam dans ce contexte et qui aussi partent. Et que vous avez des gens qui reviennent ou qui ne sont d'ailleurs jamais partis et qui passent, si je puis dire, aux travaux pratiques du djihad. Cela donne des actions comme celles qui sont survenues au mois de janvier, les 2 attentats qui ont eu lieu au mois de janvier. Cela donne une tuerie comme celle qui a eu lieu à Villejuif et qui aurait pu être beaucoup plus grave si elle avait pu aller jusqu'au bout, puisqu'elle visait des églises chrétiennes. Et cela donne une action comme celle qui vient d'avoir lieu dans l'Isère, où vous avez eu pour la première fois, comme je le disais en commençant, une décapitation sur le sol français, où vous avez un attentat qui aurait pu être beaucoup plus grave. Puisque ce qui était visé, c'était une usine chimique classée Seveso, et que l'objectif de la personne qui a agi était de faire sauter l'intégralité de l'usine. Il n'a pas réussi, mais néanmoins, il a essayé. Et le simple fait qu'il ait essayé est quelque chose d'absolument inquiétant. Donc je dirais que nous sommes dans une situation où, d'une part, il faut s'attendre à des surcroîts de délinquance très importants. D'autre part, il faut s'attendre à la présence d'une population qui politiquement va peser sur les débats et peser dans un sens de plus en plus anti-occidental, dont on voit d'ores et déjà la conséquence avec la politique du gouvernement français actuel. Et puis vous avez aussi à l'intérieur de tout cela une population dans laquelle vous aurez des recrutements de l'islam radical qui peuvent déboucher sur des attentats. Je pense que les attentats qui ont eu lieu depuis le début de l'année, il y en a quand même eu 4 depuis le mois de janvier, 4 en un semestre, c'est quand même pas rien. Je pense que les attentats risquent d'être plus importants, plus intenses, qu'ils peuvent viser la communauté juive, comme ça a déjà été le cas, qu'ils peuvent viser des gens qui ne penseront pas correctement aux yeux de l'islam, qui ne sont pas islamiquement corrects, qu'ils peuvent viser des églises, qu'ils peuvent viser des entrepreneurs, qui peuvent être coupables de travailler avec des entreprises américaines, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'entreprise classée Seveso qui a été attaquée est une entreprise américaine, qui peuvent viser des entreprises chimiques de façon à produire des attentats très graves, et pourquoi pas viser des centrales nucléaires. Donc je pense que nous sommes face à un danger extrême. Je pense que Christian Estrosi a raison lorsqu'il parle de l'existence d'une forme de 5e colonne. Je pense qu'il est l'un des seuls à tenir un discours sensé sur ce sujet, et ce que je constate, c'est que les autres dirigeants politiques, à droite comme à gauche, pour l'essentiel, tiennent un discours d'aveuglement volontaire qui n'augure rien de bon pour l'avenir, et qui montre que ces dirigeants politiques sont pour l'essentiel déjà otages de la présence du djihad sur notre sol, et je dirais que lorsqu'un pays est dirigé par des gens qui sont en position d'otage du djihad, cela n'augure rien de bon pour l'avenir. Merci beaucoup.